Merci beaucoup. Donc, on est aujourd'hui le 9 février dans cette deuxième conférence d'un module entièrement dédié aux questions de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Donc, Benjamin Sultan, vous êtes climatologue, vous exercez actuellement au sein de l'IRD, le directeur de recherche, vous êtes aussi contributeur du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Vous avez beaucoup d'appartenance dans des réseaux qui comptent quand on parle de sciences climatiques. Et donc, on est vraiment ravis de vous retrouver. Hier, vous avez vraiment vulgarisé tous vos travaux de recherche pour nous permettre de comprendre à quel point il était difficile de prévoir ce qui va se passer dans le monde agricole ces prochaines années, d'autant plus en Afrique de l'Ouest. Vous avez détaillé des scénarios climatiques qui étaient attendus en Afrique de l'Ouest et puis les impacts que cela pourrait engendrer, notamment sur les rendements des principales céréales. Face à toutes ces incertitudes, si je ne me trompe pas, ce que nous devons retenir essentiellement, c'est que tous ces scénarios sont unanimes sur un point qui sera la baisse des rendements agricoles. Donc, c'est pour ça que nous avons aujourd'hui une seconde conférence qui doit faire place aux solutions. On l'a intitulée « Prévoir pour faciliter l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture ». Aujourd'hui, vous allez pouvoir détailler les solutions possibles qui existent déjà ou qui sont proposées par la science et par les agriculteurs pour l'avenir. Vous allez aborder des notions d'atténuation, d'adaptation spontanée et d'adaptation planifiée en étant vigilant à toujours nous proposer des exemples qui pourront parler à tous nos participants. Voilà, on vous remercie encore de bien vouloir vulgariser tous ces savoirs malgré la complexité du sujet et aussi la difficulté de l'aborder dans un temps si restreint lors d'un webinaire. Voilà, mais encore merci pour votre temps. À vous. Eh bien, merci Elodie, merci Ali, merci à toute l'équipe de Tony Green et de Denis Lab et puis également à tous les participants d'être là aujourd'hui. Donc, effectivement, comme évoqué, j'avais hier parlé des problèmes que pouvait engendrer le changement climatique. Et puis, aujourd'hui, en fait, je vais plutôt aborder les solutions. Donc, ça va être en théorie plus positif que hier. Et donc, je vais vous parler effectivement des différentes des options qu'on a pour éviter que le changement climatique puisse vraiment poser des problèmes pour l'agriculture dans les prochaines années. Donc, pour faire un bref résumé en complément de ce qu'a dit Elodie, de ce que j'ai pu exposer hier, effectivement, on s'attend à avoir un réchauffement important en Afrique de l'Ouest, avec des augmentations de température particulièrement importantes. Vous avez ici une carte qui représente ce que montrent les modèles si on augmente fortement les émissions de gaz à effet de serre, avec en rose-rouge les endroits où on peut s'attendre à des réchauffements importants de l'ordre de 3 degrés, voire plus si les émissions augmentent encore plus. Et vous voyez que le Sahel et le Sahara, mais également l'Europe, l'Europe ne sera pas épargnée non plus, va voir des réchauffements très importants. Et ces réchauffements peuvent avoir des répercussions importantes sur un certain nombre de secteurs d'activité, donc comme notamment l'économie, mais aussi l'agriculture, parce que l'agriculture, en fait, c'est une agriculture qui est très sensible aux aléas climatiques, et en particulier aux sécheresses, en particulier à la hausse des températures. Et donc, on s'attend en fait à ce qu'il y ait des baisses de rendement agricole, des baisses de productivité qui sont liées à ce réchauffement. Et donc, même s'il y a des incertitudes assez fortes, on ne sait pas de combien de degrés va se réchauffer le climat, on ne sait pas si on va arriver à atténuer le réchauffement climatique, on ne sait pas également si il va y avoir beaucoup plus d'eau ou moins de sécheresse, il y a des inconnus. Mais malgré tout, on sait que ça risque de ne pas être très positif pour la productivité agricole à cause de ce réchauffement
qui mécaniquement en fait, entraîne un effet de sécheresse. Il y a plus d'évapotranspiration quand on chauffe un sol, quand on chauffe, quand la température augmente, en fait, les plantes ont tendance à plus transpirer, il y a plus d'évapotranspiration et les plantes également accélèrent leur cycle de croissance et tout ça, ça fait que même s'il peut y avoir un peu plus d'eau dans le futur, malgré tout, cet effet de réchauffement va être quelque chose d'assez négatif pour l'agriculture. Donc maintenant, comment on peut se prémunir de ce réchauffement? Et donc, c'est ce que je vais montrer aujourd'hui, donc avec un certain nombre d'exemples. Et je vous ai donné ici trois pistes en fait, qui pourraient être suivies pour essayer de réduire les risques dans le futur. Donc, la première, c'est l'atténuation. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est très important, l'atténuation. C'est d'essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. Donc, il y a c'est vraiment la première mesure, en fait, bien avant l'adaptation, c'est d'essayer par tous les moyens de faire en sorte que les émissions diminuent pour ne pas arriver à des niveaux d'émissions qui feront que le climat sera trop modifié dans le futur. Donc là, je vais vous donner un exemple de deux climats différents qu'on pourrait avoir dans le futur sous deux scénarios d'émissions, deux trajectoires d'émissions complètement différentes. Donc le GIEC, donc c'est l'organisme qui s'occupe de faire la synthèse de tout ce qui est sur le suivi du changement climatique et produit donc tous les 4 ans des rapports intergouvernementaux, des rapports importants, donc ils font cette synthèse. Ils ont défini un certain nombre de trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Et vous avez ici deux trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui ont une réponse donc, différente sur l'augmentation des températures. Vous avez ici l'évolution de la température moyenne mondiale en degrés par rapport à une période récente, 1986-2005, entre 1900 et 2100. Dans les observations, donc c'est ce que vous avez en noir. Et puis, à partir du moment où on n'a plus d'observations, on va faire des simulations de modèles climatiques. Ces simulations-là, c'est des modèles qui simulent donc la circulation atmosphérique, qui simulent la circulation océanique, les liens entre l'océan et les continents, le lien entre la végétation et l'atmosphère. Et ces modèles prennent en entrée des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre et donc reproduisent en fait le climat à l'équilibre avec ces différentes émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans ces rapports du GIEC, on fait donc varier ces trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on met beaucoup de gaz à effet de serre ou on en met moins et on regarde la différence qu'on peut avoir dans le climat. Et en particulier, il y a deux trajectoires qui sont utilisées dans les derniers rapports du GIEC, ce qu'on appelle RCP 2.6. Donc, c'est ce qui vous donne dans cette figure la trajectoire de température en bleu. En fait, c'est une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre très modérée. En fait, à partir assez rapidement dans le scénario, on va réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à arriver à une certaine neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire qu'on fait plus on ne produit plus de gaz à effet de serre, on ne produit plus de CO2, l'équivalent de CO2, et on a même aussi un certain nombre d'émissions négatives. Donc, on retire même carrément le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Donc, ce scénario-là, donc cette trajectoire-là d'émissions de gaz à effet de serre aboutit à une stabilisation de l'augmentation de température. C'est un scénario très ambitieux où on contrôle totalement les émissions. Donc, on a une grosse volonté politique, une grosse volonté des grosses capacités techniques, des gros moyens qui sont mis en œuvre pour réduire les émissions. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'en bleu, avec ce scénario, on a des températures qui continuent à augmenter malgré tout, même si on réduit les émissions, mais ça se stabilise à un niveau qui est ici, par rapport à cette période 1986-2005, ça se stabilise à peu près 1 degré. Et donc ce 1 degré-là, il faut le rajouter au réchauffement qu'il y a déjà eu
entre 1986 et avant 1986-2005. Donc, en tout, on peut stabiliser par rapport à la période pré-industrielle autour de 2 degrés. Ensuite, il y a l'autre trajectoire qui est la RCP 8.5. En fait, cette trajectoire-là, on ne maîtrise pas du tout les émissions de gaz à effet de serre, donc on continue. Il y a très peu de mesures d'atténuation qui sont mises en œuvre. Et donc, c'est un peu le scénario catastrophe, j'ai envie de dire, où on met rien en œuvre et on laisse comme c'est. On voit que là, la température augmente très fortement. Donc, on voit qu'au début, les courbes bleues et rouges sont superposées, mais après, on voit qu'on a une augmentation très forte et des différences très importantes, et on arrive à des augmentations de 4 degrés, donc des augmentations très, très importantes. Donc, on voit que selon qu'on a des mesures d'atténuation ambitieuses ou des émissions élevées, on va avoir un climat qui va être complètement différent. Et ça va se répercuter de manière différente sur l'agriculture, sur les risques qu'on fait peser à l'agriculture. Et plus on agit vite, et plus on agit fort également, plus on agit coordonné entre pays, plus on a des chances d'aller sur la trajectoire bleue. Et moins on agit, plus on agit lentement, et moins on a des chances en fait, d'arriver sur cette trajectoire-là, et donc d'être plutôt sur la trajectoire rouge. Et actuellement, on est plutôt, malheureusement, sur une trajectoire rouge, même si on a de l'espoir parce qu'on a signé l'accord de Paris. Et donc, si on le met en œuvre, on a les moyens d'arriver sur la trajectoire bleue, mais encore faut-il agir tout de suite, agir fort, et donc faire en sorte de rester sur cette trajectoire bleue. Donc ça, être sur une ou deux trajectoires, c'est complètement différent sur l'agriculture. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur le rendement du maïs en Afrique de l'Ouest sous différents niveaux de température. Donc vous avez ici les rendements qui sont donc simulés à partir d'un modèle agronomique où on va augmenter donc les températures de 1,5 degré. Donc c'est les points en vert. Donc ici, c'est une boîte à moustache. Une boîte à moustache, en fait, ça représente l'ensemble de la variabilité des simulations. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs pays, il va y avoir plusieurs années. Et donc, on va regrouper en fait, cette variabilité-là dans des sortes de boîtes où la barre noire, la barre épaisse, représente la médiane, c'est-à-dire presque équivalent à la moyenne, et c'est la barre qui sépare en fait les 50% de simulations plus hautes et 50% de simulations plus basses. Donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a un réchauffement de 1,5 degré, donc ici, les unités, donc c'est en pourcentage de baisse de rendement par rapport à l'actuel. C'est-à-dire que quand on a des pourcentages positifs, c'est qu'on a une augmentation. Quand on a des négatifs, c'est qu'on a une diminution. Donc, on voit que quand on réchauffe de 1,5 degré, c'est en vert, on a une médiane qui est presque autour de 0. Donc, on n'est pas capable de voir si on a des effets positifs ou des effets négatifs. C'est-à-dire que sans doute, dans certains endroits, ça va être positif, dans d'autres endroits, ça sera négatif. Donc, on est quand même dans une zone de confort. Donc, on serait content d'arriver à 1,5 degré. Si on modifie maintenant le climat de 2 degrés, là, on voit que la médiane, donc le trait épais, se trouve en dessous de 0. Donc, on a des impacts qui commencent à être négatifs. Donc, ça reste faible, mais malgré tout, on a des impacts négatifs assez forts. Ensuite, si en rouge, on a plus 4 degrés, donc c'est l'équivalent du scénario rouge que je vous montrais juste avant, on voit que là, on a des diminutions assez drastiques des rendements agricoles, donc des baisses autour de 40% quand on regarde la médiane. Et puis, la zone orange, tout à droite, ça représente en fait les observations, les 20 pires années qu'on a pu avoir en termes de rendement du maïs en Afrique de l'Ouest. Donc, on a regroupé ça et si vous comparez le orange par rapport au rouge, vous voyez que ça n'a rien à voir. Ça veut dire que ce qu'on a pu observer comme les pires années d'agriculture pour le maïs dans le passé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir si on a un 4 degrés, si on a plus 4 degrés dans le climat. Donc, ça montre qu'il y a quelque chose qui peut être vraiment dramatique, mais malgré tout, on peut agir et aller plutôt à plus 2 degrés. Et là, du coup, les rendements agricoles seraient moins impactés. Donc maintenant,
ce qui est important de savoir, c'est que même à 2 degrés, donc si je vous montre tout à l'heure, ce que je vous montrais tout à l'heure, même à 2 degrés, vous voyez qu'on est quand même avec des rendements qui peuvent baisser. Et il y a de l'incertitude également. Ça peut baisser encore plus fort que ce qu'on pensait. Et donc même si on met en œuvre l'accord de Paris, on met tout en œuvre pour essayer d'atténuer les émissions, malgré tout, il va y avoir une part de réchauffement qui va se produire et qui se produit déjà et pour lesquels il va falloir lutter. C'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre de l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est de répondre en fait à l'aléa climatique. Et il y a 2 types d'adaptation. Donc, je vais parler maintenant d'adaptation spontanée. C'est une adaptation qu'on fait en réponse à un aléa. Donc, il s'est passé quelque chose, donc il y a eu une sécheresse, il y a eu une forte température, et ben, on va répondre à cet événement. Et donc, je vais parler de ça. Et pour répondre en fait à ces événements, à ces aléas, donc on a eu un projet de recherche qui nous a permis de documenter un petit peu les capacités des populations rurales à s'adapter. Donc on sait qu'en Afrique, il y a eu depuis très longtemps, et il y a depuis quasiment toujours, des successions de sécheresses, des événements de forte température, des événements de fort vent, des gros orages, des catastrophes. C'est arrivé, on n'a pas le changement climatique, c'est quelque chose de nouveau dans le sens où on a un changement rapide de l'environnement, mais malgré tout, la variabilité climatique, c'est quelque chose que les populations rurales connaissent très bien en Afrique, et elles le perçoivent également. Elles perçoivent les changements de pluie, elles perçoivent les augmentations de température et elles s'y adaptent. Donc ça, c'est un point important. Donc, on a eu un projet de recherche pour essayer de comprendre en fait quelles étaient les capacités d'adaptation des populations rurales en Afrique. Et on s'est placé dans différents endroits en Afrique. Donc, on a eu un terrain au Mali, mais malheureusement, on n'a pas trop pu le documenter. Ce n'était pas un moment très favorable pour aller sur le terrain au Mali à ce moment-là. Mais on a pu documenter d'autres endroits, notamment au Niger, au Bénin et au Sénégal, pour essayer de comprendre un petit peu comment les populations percevaient le risque climatique et comment elles s'y adaptaient. Donc, notamment, on a fait des enquêtes auprès de différents groupes stratégiques, auprès de différents acteurs au Bénin, au Sénégal. Donc, vous avez ici, par exemple, l'armoire qu'on avait remplie avec tous les questionnaires qui ont été remplis par les populations qu'on a enquêtées au Sénégal. Donc, on a enquêté plusieurs milliers de ménages au Sénégal, également au Bénin, pour essayer de comprendre en fait comment ils percevaient le climat, comment ils s'y adaptaient. Et à titre d'exemple, vous avez ici une comparaison entre comment les populations perçoivent au Niger, au Bénin et au Sénégal les précipitations, l'évolution des pluies depuis un certain nombre d'années. Donc vous avez au Niger, on avait des observations de pluie, on s'est aperçu que les pluies baissaient depuis 2005, au moment où on a enquêté, c'est-à-dire en 2013. Et puis au Bénin, au contraire, on avait une stabilisation des pluies en 1993. Et au Sénégal, on avait une hausse des pluies depuis 1996. Et donc, on a enquêté les ménages au Niger, au Bénin et au Sénégal. Donc, à chaque fois, plusieurs milliers de ménages qui ont été enquêtés. On leur a demandé si, d'après eux, les pluies étaient en baisse, les pluies étaient stables ou les pluies étaient en hausse. Donc, vous avez le graphique en bas, ce qui est la fréquence, le pourcentage des réponses. Et vous voyez, si vous prenez le Niger, qu'on a 80% des réponses des populations qui montraient que les pluies étaient en baisse, donc ce qui correspondait aux observations. Au Sénégal, on voit qu'on a presque 98% des populations qui montraient que les pluies baissaient. C'est-à-dire qu'ils perçoivent très bien la variabilité des pluies, ils perçoivent très bien quand ça monte, quand ça descend, également aussi le début ou la fin de la saison des pluies. On voit par contre qu'au Bénin, alors qu'on a, on a des pluies qui sont plutôt stables, donc qui sont stationnaires, qui ne varient pas trop d'une année sur l'autre, là on voit qu'on a des populations qui peuvent dire soit elles baissent, soit elles diminuent. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un signal fort en termes de climat pour qu'il y ait une perception des populations. Donc ensuite, on a été enquêté sur le Sénégal. Je vais vous montrer l'exemple du Sénégal, où les populations avaient perçu massivement qu'il y avait une augmentation des pluies. Donc
on s'est placé sur un bassin de production, de l'arachide, et sur le bassin arachidier au Sénégal. Et on a essayé d'enquêter sur les pratiques et voir si, alors que les populations avaient constaté une augmentation des pluies, si elles avaient changé leurs pratiques agricoles. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les populations avaient changé leurs pratiques. Elles s'étaient mises à faire de la culture de la pastèque, donc qui est très consommatrice en eau et qui rapporte beaucoup de revenus économiques. Dans d'autres endroits, donc toujours dans ce bassin de production, on s'était mis à faire du maraîchage, donc qui consomme aussi beaucoup d'eau. Et on s'est également mis à faire de l'embouche bovine, c'est-à-dire que les populations ont un peu arrêté de faire des grandes transhumances, mais sont restées en fait avec leurs animaux, sont restés directement dans les villages, et ce qui permettait de fumer les champs. Et puis, ils ont aussi changé leur variété de mil. En fait, les paysans avaient une variété de mil, une variété qui était adaptée aux saisons sèches, qui s'appelait le Suna, qu'ils utilisent quand il y a une saison sèche. Et on s'est aperçu qu'en fait, ils ont pas arrêté cette variété-là, mais ils ont repris une vieille variété qu'ils avaient arrêtée avant, qui s'appelle le Sagno, et qui, elle, est au contraire adaptée aux années humides. Et on s'est aperçu que maintenant, ils utilisent les deux variétés. Donc, il y a eu un changement en termes de pratique qui semble correspondre à ce qu'on observe en termes de précipitation et ce que les paysans perçoivent. Là, à titre d'exemple, on a essayé de modéliser, donc avec les modèles agricoles, avec le climat, on a essayé de modéliser les rendements agricoles entre 1950 et 2015. Donc en bleu, c'est la variété pour année plutôt sèche, donc la variété Suna. Donc vous voyez que cette variété en bleu, en fait, elle continue à donner des rendements, donc ça baisse dans les années 80, 84, parce qu'il y a eu des grosses sécheresses, mais ça continue quand même à donner des rendements. Et en rouge, c'est la simulation pour les variétés pour les années humides, donc les sagnos. Et vous voyez que cette variété-là, elle marche très bien dans les années 50, 1955. Elle marche mieux même que la variété en bleu, parce que c'est les années humides, mais après, au contraire, le rendement diminue très fortement et devient beaucoup moins intéressant que la variété pour année sèche. Et par contre, ça remonte dans les années 95-2000 en réponse à la pluie. Et vous avez des petites barres ici, dans le graphique, des petits histogrammes, qui montrent le pourcentage d'adoption des paysans de ces variétés. Donc, le pourcentage d'adoption de la variété pour année humide, donc pour le sagno. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de barres à la fin de la série, ce qui montre que les paysans, au moment où la courbe rouge monte, se sont mis finalement à adopter cette nouvelle variété, cette variété qu'ils avaient avant, et qui sont mis à adopter parce que les pluies changeaient. Et nous, notre modèle, il montre effectivement que ce qu'ils ont fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire en réalité. C'est-à-dire que les pluies remontent et ils se sont adaptés et ils ont pris la variété qui était la plus adaptée au climat. Et ça, sans que les scientifiques viennent les voir et leur disent quoi faire. Donc, il y a vraiment une adaptation spontanée des paysans qui est complètement cohérente avec ce qu'ils perçoivent du climat. Donc maintenant, l'autre type d'adaptation, c'est l'adaptation planifiée. Donc, c'est une adaptation qui anticipe les impacts à venir. Donc, c'est bien possible que les impacts du climat vont être très importants et qu'il ne faudra peut-être pas attendre qu'il se passe quelque chose pour agir. Et donc ça, c'est vraiment l'adaptation planifiée. Et pour un certain nombre de raisons. Et une des raisons pour ça, c'est que il y a les besoins alimentaires vont augmenter dans le futur. Donc, vous avez ici un tableau qui résume les besoins alimentaires à l'horizon 2050. Et ça, sans parler du changement climatique, mais en parlant plutôt maintenant de croissance démographique, de modification de la population, de changement de régime alimentaire. Donc, quand les populations vivent plus dans les villes, ils vont changer leur régime alimentaire, donc ils vont consommer plus de viande, il y aura plus des besoins qui vont augmenter. Vous voyez que les besoins alimentaires augmentent partout, dans tous les continents, et en particulier en Afrique, où on voit qu'on a des besoins qui sont multipliés par 5. Et donc, souvent, ce qu'on a pu observer, c'est que l'adaptation autonome des paysans
C'est une adaptation qui vise à stabiliser finalement la production, mais pas forcément à l'augmenter. Donc, si on veut maintenant augmenter la production agricole, il va falloir le faire, mais de manière cohérente avec les scénarios climatiques. C'est-à-dire que si on se dit qu'il faut augmenter la production agricole, il faut avoir certaines variétés plus productives, il va falloir que ces variétés productives-là résistent au réchauffement climatique. Et donc, ça, c'est un point important et qui nous appelle à essayer de planifier l'adaptation. L'autre point, c'est que les paysans perçoivent le climat qui se passe actuellement, donc les tendances qu'on a aujourd'hui. Mais ils ne savent pas ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans. Pourtant, on a des simulations climatiques qui nous permettent de le savoir. Vous avez ici l'exemple des pluies au Sénégal, donc dans la région qu'on a étudiée, à Bombay, donc qui montre entre 1951 et 2011 l'évolution des pluies dans cette région. Donc, c'est les observations. Et vous voyez donc que c'était fort dans les années 50, ça a baissé beaucoup, et puis maintenant, c'est remonté depuis les années 95-99. Une forte augmentation. Et ce que perçoivent les paysans, c'est la barre en rouge, donc c'est la moyenne sur les dernières années. Donc, on a une tendance à l'augmentation et les paysans se sont adaptés à ça, donc en prenant des variétés pour années humides. Et maintenant, quand on regarde ce qui peut se passer dans le futur, là, vous avez chaque barre représente les moyennes qu'il va y avoir en 2050. Et donc, chaque barre correspond à un modèle de climat différent. Donc, on a un ensemble de réponses. Et vous voyez que la plupart des modèles de climat nous donnent une moyenne qui est beaucoup plus basse que ce qui se passe actuellement. Donc, ça veut dire que le climat dans le futur va être complètement différent de ce que perçoivent les paysans. Donc, leur stratégie d'aujourd'hui risque de ne pas être adaptée à ce qui va se passer dans le futur. Parce que dans le futur, ça va être plus sec. Les modèles le disent. Peut-être qu'ils se trompent, mais on a un certain nombre de modèles qui nous disent que ça risque d'être plus sec. Donc, du coup, d'où l'importance d'essayer de planifier un petit peu cette adaptation. Et donc, cette planification-là nous permet en fait de tester un certain nombre d'options, un certain nombre d'innovations, d'adaptations pour réduire la vulnérabilité. Donc, soit en essayant d'adopter des variétés qui sont plus résilientes au réchauffement climatique. Et là, vous avez un exemple en bas qui montre l'effet du réchauffement climatique, d'un réchauffement climatique important et d'une baisse de précipitations pour un certain nombre de variétés. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder tout ce qui se passe dans le graphique, mais c'est juste les pourcentages de baisse de rendement avec l'effet du changement climatique pour 3 types de variétés. Des variétés locales, qui sont souvent adoptées par les paysans, des variétés modernes qui visent à augmenter la production, et des variétés un peu améliorées. Et vous voyez que les barres montrent que l'impact du réchauffement climatique est différent selon une variété et selon une autre variété. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner des variétés avec l'anticipation, avec les modèles, qui seraient plus résistantes au changement climatique. Après, il y a d'autres options, donc comme les assurances climatiques, des assurances qui permettraient, en fait, à partir d'informations sur la précipitation, d'informations sur les températures, de définir des seuils climatiques qui permettraient en fait, d'indemniser les paysans en cas de mauvaise récolte. Ça permettrait également aux paysans d'avoir une assurance pour les mauvaises années et permettre d'investir sur des variétés plus résistantes, sur des changements de pratiques qui leur permettraient d'être plus adaptés au réchauffement climatique. L'autre point, c'est les prévisions climatiques. Je vais un petit peu en parler. Les prévisions saisonnières, c'est des prévisions météorologiques ou des prévisions climatiques qui permettent d'anticiper une année sur l'autre et donc du coup d'adapter les pratiques au climat, pas au climat qu'on perçoit, mais au climat qu'on prévoit dans le futur. Et donc ces options d'adaptation sont un peu la base d'une discipline émergente qu'il y a dans la science, qui est essayer d'utiliser l'information climatique que produisent les climatologues, que produisent les scientifiques pour la planification, pour la prise de décision, donc à la fois pour limiter les dégâts qui sont créés par les changements climatiques, mais aussi avoir des opportunités. Donc faire en sorte qu'on peut augmenter les rendements, augmenter les profits, augmenter les ressources alimentaires avec la connaissance du climat. Donc il y a un certain nombre d'outils, donc je vous en ai parlé, et je vais vous montrer des exemples en fait, de ces outils
qui peut être assez important. Donc, je vais passer directement aux exemples. Donc, je parlais des prévisions saisonnières. Je ne sais pas si vous connaissez les prévisions saisonnières. En fait, le même modèle qu'on utilise pour les projections climatiques dans le futur, on peut les utiliser d'une manière un petit peu différente. C'est des modèles qui sont aussi un tout petit peu différents, mais on peut les utiliser pour faire des prévisions de ce qui va se passer dans les prochains mois. Et chaque année, on a des prévisions saisonnières des précipitations. Donc ici, c'est une carte qui a été réalisée fin avril 2020 pour donner en fait les tendances de la saison de mousson à venir dans les différents pays. Donc vous pouvez voir, par exemple, pour le Mali, on est en vert. Ça veut dire que les précipitations ici sont prévues pour être normales à excédentaires pour cette année 2020, donc qui s'est passée il y a quelques mois. Vous voyez également, donc il y a 3 cases, et les cases nous donnent en fait les pourcentages de chance. Vous voyez que ce n'est pas une prévision déterminée, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la quantité de pluie qui va se passer dans les mois à venir, mais on donne la probabilité. Donc la case du bas, donc si vous regardez le Mali, la case du bas, c'est 20%. C'est-à-dire qu'on a 20% de chance que les pluies soient inférieures à la normale. Ensuite, on a 45% que les pluies soient normales, donc soit à peu près comme d'habitude, et puis 35% de chance que les pluies soient supérieures à la normale. Vous voyez que là, 20% de chance seulement de sécheresse. Donc, ça veut dire que cette année-là, donc c'est l'année dernière, le dernier hivernage, c'était une année où ça aurait été intéressant pour les paysans d'écouter les prévisions et de s'adapter, donc d'utiliser d'autres types de variétés, d'investir, de mettre peut-être des intrants. Donc, vous voyez qu'on a un outil ici de planification qui peut être important. Cet outil-là peut être aussi utilisé pour prévoir les sécheresses. Et donc, je vous montre un exemple. On a essayé avec d'essayer de quantifier les bénéfices qu'on pourrait avoir à utiliser ces prévisions. Et on a réalisé un atelier avec des paysans au Sénégal sous forme de jeu pour essayer d'identifier leur réponse face à ces prévisions. Donc, la réponse des paysans. On ne s'est pas occupé des États, des services techniques. On a été voir directement les paysans et ce qu'ils pouvaient faire avec ce type d'informations. Donc, on a été dans 2 villages contrastés. Ici, c'est le Sénégal. Vous voyez que dans le Sénégal, il y a un gradient de pluie. C'est-à-dire qu'il pleut plus au sud du Sénégal qu'au nord, comme au Mali. Hein. Et donc, on a été dans 2 villages, un qui est plus pluvieux, ici à Paoskoto, puis un autre à Bakfasségal, qui est moins pluvieux. Et il y a aussi, donc pour essayer de voir un peu quelles pourraient être les différences dans ces 2 endroits. Et on a fait une sorte de jeu où on leur a donné en fait l'information climatique pour des années qui ont déjà existé, qu'ils ont déjà vécu, 1977, 1979, 1992, des années de pluie. On leur a donné, on a fait un premier tour de jeu, on leur a demandé pour ces années-là, quelles étaient leurs pratiques, donc on leur a donné l'information climatique, on leur a donné les observations, et on leur a dit, bon, qu'est-ce que vous faites pour cette année qui était très pluvieuse, pour cette année qui n'était pas pluvieuse, et on leur a donné la météo tous les 10 jours, donc de manière à savoir comment ils ajustaient leur stratégie agricole avec la pluie. Donc, c'est-à-dire que si on leur donne une grosse pluie au moment du début des récoltes, est-ce qu'ils vont semer? Si on leur donne une très forte pluie au moment où les plantes sont en maturation, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils mettent des intrants? Est-ce qu'ils n'en mettent pas? Donc, on leur a demandé à chaque fois leur avis. Et puis ensuite, on a fait un deuxième tour du jeu. Donc, les mêmes années, mais cette fois, on leur a donné l'information de la météo, des prévisions. Donc, on leur a dit, cette année, elle va être très humide. Et donc, ou cette année, elle va être très sèche. Et on a vu comment ils se sont ajustés, en fait, avec cette nouvelle information. Et comment ils ont modifié leur stratégie d'un tour du jeu à l'autre. Et donc là, pour donner un exemple, donc je vous ai parlé du Sénégal dans cette région, vous avez 2 variétés ici. C'est 2 variétés d'arachide, une variété pour année humide et une variété pour année sèche. Et souvent, ils jonglent entre les 2. Et ici, on a observé donc dans le premier tour du jeu
quels étaient le pourcentage d'utilisation des deux variétés. Donc ici, c'est l'année 1979 qui a été jouée. Donc, on ne leur a pas donné la prévision. Et on a vu, ici, c'est le pourcentage d'utilisation, qu'en majorité, ils utilisent toujours des variétés pour année sèche. En fait, les paysans, dans les endroits où on les a interrogés, sont très frileux par rapport aux risques. C'est-à-dire qu'ils essayent vraiment de réduire les risques au maximum. Donc, du coup, ils prennent toujours une stratégie anti-risque. Donc ici, c'est la variété pour année sèche qui va marcher, même si c'est une année humide, et qui va marcher pour c'est une année sèche. Donc, mais par contre, elle a des rendements qui sont souvent moins importants que la variété pour année humide. Ensuite, on a fait le même tour, et cette fois, on leur a donné la prévision. On leur a dit que ça allait être une année très humide. Et on voit que là, en bleu, ils ont modifié les pourcentages d'utilisation, ils nous ont écoutés, et ils ont pris plus de la variété pour année humide. Donc là, c'est un point quand même assez important, puisque finalement, ils peuvent gagner en termes de rendement agricole. Donc ensuite, on a essayé de tester, on leur a demandé, en fait, on a regardé les pourcentages de réponses pour savoir là où les différences entre les deux tours, là où on leur avait donné l'information, étaient positifs, négatifs ou nuls. Donc négatif, ça veut dire qu'on leur a donné la prévision, ils nous ont écoutés, ou ils ne nous ont pas écoutés, mais ils nous ont écoutés, il y a eu un effet plutôt négatif. C'est-à-dire que là, c'était pire que ce qu'ils auraient eu sans nous écouter. Et positif, donc le vert, c'est quand ils nous ont écoutés, quand ils ont fait quelque chose et que c'était mieux. Et donc, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, on a eu un certain nombre d'effets négatifs. C'est-à-dire qu'on avait on leur a donné une information et c'était pire que s'ils ne l'avaient pas eu. Parce que là, par exemple, on a pu se tromper sur la date de semis, on a pu se tromper sur l'année. Il faut savoir, c'est que les prévisions, les simulations climatiques, c'est pas du tout déterministe. Des fois, c'est des scénarios, c'est des ensembles, c'est des probabilités, donc ça peut ne pas se réaliser. Mais malgré tout, ça reste quand même ça reste faible, et en particulier, ça reste inférieur en fait à, à ce qu'on pourrait avoir, en particulier dans la région de Paoskoto. Donc, Paoskoto, c'est une région où il pleut plus, où il y a une coopérative semencière, où les paysans ont un certain nombre d'options d'adaptation pour mettre en face des prévisions agricoles. Et donc, ce que vous voyez ici, dans cette région-là, on a beaucoup de réponses positives, donc beaucoup d'endroits où on a eu un effet positif, et beaucoup moindre que l'effet négatif. Et si on cumule les effets nuls, donc quand on n'a pas d'effet, les effets positifs, on voit que ça reste quand même intéressant d'utiliser les prévisions. Mais ça reste lié aussi au fait qu'il faut des stratégies agricoles. Donc, on a un village qui est sec, qui est bac face égal, un village où ils n'ont pas beaucoup finalement de stratégie agricole. Donc, même si on leur donne une information, ils ont du mal à s'adapter parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de stratégies, ils n'ont pas beaucoup d'options. Par contre, l'autre village où il y a des options agricoles, ils peuvent changer les variétés, ils peuvent mettre des intrants. Il y a une coopérative semencière qui existe, il y a des options d'adaptation. Là, on voit que ça peut être intéressant. Donc, ce n'est pas juste aussi lié à la qualité de l'information climatique ou à la réactivité des paysans, c'est aussi lié en fait aux capacités d'adaptation et aux moyens qu'il peut y avoir derrière la décision. Et donc, on a aussi essayé de simuler ces réponses des paysans avec des modèles. Donc, on utilise beaucoup de modèles pour regarder ce qui peut se passer dans le futur, ce qui peut se passer avec des innovations. Et il y a des modèles qui existent qui permettent de combiner en fait des scénarios climatiques, des prévisions climatiques, mais aussi des scénarios économiques. Donc, le prix des engrais, le prix de vente, peuvent intégrer les assurances, simuler les revenus des paysans, simuler les meilleurs itinéraires possibles. Et ces modèles-là nous permettent en fait d'estimer la valeur que pourraient avoir les différentes stratégies d'adaptation. Donc, à chaque stratégie d'adaptation, donc ça peut être des assurances, ça peut être les différents mécanismes économiques, différentes variétés. On peut, avec ces modèles, avec évidemment leur marge d'erreur, on peut avoir une estimation du potentiel économique de ces outils. Et donc ici, avec ce modèle, on a estimé les augmentations de revenus que pourrait produire
l'utilisation des prévisions saisonnières, l'utilisation des prévisions météorologiques et saisonnières au Niger. Donc, ici, on s'est placé au Niger, avec, donc c'est dans des villages où on cultive le mil, où on cultive le sorgho. Et donc, on a fait une simulation d'un modèle bioéconomique donc, qui nous permettent d'évaluer avec les coûts le coût du travail, avec le coût des intrants, le coût les calendriers agricoles, on les a simulés avec le modèle. Ça nous a permis de regarder en fait quel va être l'impact sur le revenu. Et on voit, donc on l'a fait sur 3 types d'années, lorsqu'on donne une prévision d'année humide, et lorsqu'on donne une prévision d'année sèche, et lorsqu'on donne une prévision d'année normale. On voit que lorsqu'on donne une prévision d'année sèche, donc quand on dit aux paysans que ça va être une sécheresse, on a des augmentations de revenus autour en dessous de 30%, donc ce qui reste quand même intéressant. Mais lorsqu'on leur donne une prévision d'année humide, on voit qu'on a des augmentations de rendement ici de plus de 50%. Donc on voit aussi un point qui est quand même assez intéressant, peut-être quand on parle d'entreprise ou quand on parle d'investissement, c'est que souvent, finalement, on parle de changement climatique en termes de risque, on parle de prévision de climat en termes de sécheresse, mais finalement, on peut avoir des bénéfices aux prévisions climatiques, on peut investir en fait, mais plutôt sur les bonnes années. Quand on prévoit une bonne année en termes de climat, c'est peut-être sans doute plus intéressant au niveau économique que lorsqu'on prévoit une année de sécheresse. Donc, je voudrais l'illustrer par le discours du président sénégalais, un extrait de son discours de vœux pour la nouvelle année, où en fait, il parle en fait de l'hivernage qu'il y a eu. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la prévision. Et il dit qu'il a écouté la prévision météorologique que je vous ai montré tout à l'heure, la prévision de pluie abondante, et qu'il a augmenté le budget de la campagne agricole et de 40 à 60 milliards de francs CFA, donc une hausse significative pour acheter du matériel, des intrants. Et il dit que les récoltes, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais il dit que les récoltes ont battu des records, donc c'était une année très pluvieuse, en termes de riz, de mil et en termes de maïs. Donc, ça, c'est vraiment un point important qui montre qu'on peut avoir des bénéfices à l'information climatique. Et l'adaptation, ce n'est pas juste lutter contre la sécheresse, mais c'est aussi essayer de capitaliser, de profiter sur des bonnes années en termes de climat et de profiter de ces scénarios, de ces prévisions, parce qu'il y a une capacité, en fait, on peut anticiper sur le futur. Donc après, il y a d'autres outils donc, plus élaborés que ce qu'on peut avoir avec les prévisions saisonnières. On peut aller jusqu'à la parcelle, on peut aller jusqu'au conseil agricole. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises. Donc, ici, je vous cite une entreprise avec laquelle j'ai un petit peu travaillé, Ecoclimasol, qui est une entreprise qui se base vraiment sur le conseil agricole à partir de l'information météorologique, à partir des données satellites, et qui construit des outils innovants pour justement réagir à partir de l'information climatique et adapter l'agriculture. Et donc, vous avez ici un exemple. C'est en espagnol parce que ça a été développé pour des agriculteurs en Argentine qui parlent espagnol. Et donc, avec ces outils, c'est des outils informatiques où les paysans qui prennent un abonnement à cette plateforme peuvent donc avoir une parcelle, donc géolocaliser leur parcelle, avoir la carte de leur parcelle, regarder un peu l'état hydrique de leur parcelle dans les différents endroits. Ils peuvent également donc simuler la croissance de leur récolte, donc savoir à quel moment ils sont dans le stade phénologique, voir s'il y a eu des stress, connaître donc les différents stress hydriques, essayer de voir les rendements qu'ils pourraient espérer d'une année sur l'autre, essayer aussi de s'ajuster avec le changement climatique, voir si leur pratique est bien adaptée au changement climatique. Ils peuvent aussi optimiser les intrants. Bon, peut-être que ça concerne un peu moins les paysans au Sénégal, au Mali ou au Sénégal, mais ils peuvent, ici en Argentine, optimiser les fertilisants, les intrants qu'ils mettent, et les réduire de manière à avoir le même niveau de rendement agricole, mais tout en baissant en fait la fertilisation.
Donc, de manière à moins polluer le sol, à moins polluer les nappes. Et ensuite, donc, l'autre exemple, ce que je vous avais montré aussi hier, je vous avais donné le lien. On travaille ici avec la météo du Sénégal pour avoir des outils d'aide à la décision à partir des scénarios climatiques. Et on a construit un outil, donc un portail climatique au Sénégal, qui donne dans chaque région du Sénégal les augmentations de température, qui donne l'évolution en termes de précipitation, l'évolution en termes de maïs, en termes de mil, de manière à ce que, parce que souvent on s'est aperçu que les utilisateurs, donc que ce soit les entreprises, que ce soit les décideurs, les maires, que ce soit les différents acteurs, en fait, les ONG, ils ont souvent pas tellement accès à l'information climatique, autre que dans des rapports qui peuvent être des fois en anglais, qui peut être où il n'y a pas forcément une information chiffrée sur leur propre région. Donc, on a développé un outil, donc vous pouvez regarder sur ce lien, qui permet en fait de regarder dans chaque localité, même dans une ville particulière, quelle va être dans cette ville l'augmentation de température, quelles vont être les projections en termes de rendement agricole, de manière à ce qu'on puisse sensibiliser les élus, qu'on puisse sensibiliser un certain nombre de décideurs à ce qui pourrait se passer dans le futur. Et donc, on a organisé un certain nombre d'ateliers à partir de cet outil, qui pour nous était surtout un outil de dialogue avec les parties prenantes, pour leur montrer quel est le problème du changement climatique, qu'est-ce qui pourrait se passer dans leur région, et également pour leur permettre de disposer de cet outil comme outil stratégique, donc à la fois institutionnel, financier, mais donc, en lien avec les différents postes, l'environnement, la recherche, l'agriculture, les finances, pour peut-être essayer de modifier un petit peu leur stratégie vis-à-vis du changement climatique, utiliser des variétés un peu plus adaptées. Et donc voilà, on est toujours en train de développer ce portail. On a présenté un certain nombre d'instances, notamment aux différentes COP. Et ce portail est maintenant utilisé par la NACIM, donc la météo du Sénégal, qui le diffuse avec ses projections aussi, ses prévisions saisonnières. Et donc, le dernier point dont je voulais parler, c'était que à la fois atténuation et adaptation sont sans doute indispensables. Donc, je vous ai parlé des deux séparément, mais en fait, c'est très vraisemblable qu'on ait besoin des deux. Comme je vous ai dit, en fait, même avec un réchauffement modéré, on risque d'avoir des impacts sur les rendements agricoles et l'adaptation va être quand même nécessaire. Et donc ici, j'ai pris un graphique du rapport de l'IPCC, du rapport du GIEC, qui montre en fait les risques principaux que peut poser le changement climatique pour l'Afrique. Donc, ils identifient 3 risques importants. Donc, les pénuries en eau, le déficit alimentaire et la santé publique. Donc, ils sont tous 3 menacés par le réchauffement climatique. Et ils ont évalué, donc vous avez ici à gauche, ils ont évalué en orange le degré de risque et les possibilités d'adaptation à différents niveaux. Donc, sur le moment présent, sur le court terme, dans les prochaines années, et sur le long terme, avec différents niveaux de température, ici 2 degrés et 4 degrés. Et donc, vous voyez ici que les hachures représentent le potentiel de l'adaptation, c'est-à-dire ce qu'on pourrait réduire en termes de risque avec l'adaptation. Donc, si vous regardez pour le déficit alimentaire, donc, qui est lié à l'agriculture, vous voyez qu'au moment présent, on a des risques qui sont modérés. Des risques et possibilités. Et par contre, on a des possibilités d'adaptation. Ensuite, dans le court terme, on voit que les risques augmentent, mais on a toujours des possibilités d'adaptation qui sont importantes. Et ensuite, quand on regarde sur le long terme, on voit avec 2 degrés, on a des risques qui deviennent très élevés, mais on a toujours des possibilités d'adaptation. Et par contre, à 4 degrés, ce que vous voyez, on a des risques qui sont très élevés. Vous voyez que la marge de manœuvre, donc les possibilités d'adaptation, ici la zone hachurée, deviennent toutes petites. C'est-à-dire qu'ici, l'adaptation sera vraiment compliquée. Donc, ça veut dire qu'idéalement, il faudrait réduire le réchauffement à 2 degrés et puis réduire le risque aussi avec l'adaptation
pour se retrouver avec des niveaux de risque qui sont modérés. Donc les deux sont nécessaires, à la fois atténuer le réchauffement climatique, donc réduire les émissions, mais également mettre en œuvre l'adaptation. Donc j'en arrive à la conclusion de mon exposé. Donc je vous ai montré en particulier hier qu'il y avait un fort risque d'avoir des baisses de productivité sous l'effet du changement climatique, même s'il y a des incertitudes qui sont importantes. Et évidemment, il faut que la recherche continue d'améliorer ces modèles pour avoir un peu plus de robustesse dans ces scénarios. Mais malgré tout, il ne faut surtout pas attendre plus de précision de la part des chercheurs, plus de scénarios pour agir. Parce qu'on sait déjà que le réchauffement climatique a déjà eu un impact important, il va continuer à en avoir un, et on a quand même des idées en fait, sur la façon de s'adapter qui peut être en plus bénéfique même pour le présent. Il y a des stratégies locales, donc je vous ai montré des changements de variétés, on peut sélectionner des variétés, il y a des assurances, il y a des informations climatiques qui non seulement nous permettront d'être plus adaptés dans le futur, mais même aussi de dégager des marges de manœuvre, des bénéfices maintenant, aujourd'hui. Donc, on a tout intérêt à travailler sur ces méthodes d'adaptation et en particulier, donc, ce que je vous ai montré sur l'utilisation de l'information climatique. Et donc, il y a des pistes aussi pour la recherche. Donc, je vous ai dit que les chercheurs devaient continuer en fait, à travailler pour améliorer, notamment améliorer les prévisions. Donc, je vous ai parlé de scénarios, de prévisions météorologiques. Il faut que les chercheurs améliorent la précision de ces outils, ils soient plus adaptés aux besoins des producteurs, qu'on connaisse mieux sans doute les réponses plus efficaces de l'agriculture face à ces informations climatiques. Est-ce qu'il faut modifier les calendriers agricoles? Est-ce qu'il faut valoriser l'eau? Est-ce qu'il faut diversifier les activités? Donc, sûrement que tout un panel d'options va être utile, mais ça doit varier d'une région à l'autre et c'est important de les étudier. Et puis, donc, c'est aussi important de travailler sur la communication, la gestion du risque. Et donc, je vous ai montré qu'il y avait un certain nombre d'outils qui existaient, et notamment, c'est aussi des outils qui peuvent dégager des marges importantes, notamment, je vous ai parlé de Ecoclimasol, donc de la PME qui travaille sur ces questions-là, mais il peut y avoir des outils commerciaux qui peuvent être assez intéressants pour l'aide à la décision, et donc ça peut être aussi un marché intéressant, le marché de l'information climatique. Donc, j'espère vous avoir convaincu sur ces différentes, à la fois du problème que pose le réchauffement climatique pour l'agriculture, mais aussi des différentes solutions, des différentes options qu'on a à notre disposition pour lutter contre ça. Et donc, je laisse la parole pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, je vais arrêter juste le partage d'écran pour pouvoir mieux démarrer ce cycle de questions-réponses. Alors, il y a eu quelques questions posées au démarrage et qui ont donc été répondues tout au long de votre intervention. Alors, je vais essayer de sélectionner, donc notamment quelqu'un qui posait la question depuis Gao, à savoir si le changement climatique allait perturber le calendrier agricole ou en tout cas le cycle de l'eau, enfin les précipitations. Donc la réponse est clairement oui, même si j'ai bien compris. Très vraisemblable. C'est très vraisemblable parce qu'en fait, ça modifie les températures. Et les plantes, en fait, elles suivent un rythme qui est lié à la température. Donc, elles ont le passage d'un stade à l'autre, d'une phase à l'autre, en fait, va dépendre en fait, de la température. Et plus il fait chaud, plus ça va vite. Donc, du coup, ça modifie les calendriers agricoles. Nous, dans nos latitudes en France, des fois, quand ça gèle, c'est l'inverse, ça ralentit. Et la température, quand ça augmente, ça accélère. Donc, du coup, ça modifie les calendriers agricoles. Et puis après, il y a d'autres modifications, comme la date, les démarrages de pluie. La date de démarrage de pluie qui peut être modifiée avec le réchauffement climatique. Et la date de fin de saison de pluie qui peut être modifiée. Donc, on a plusieurs raisons
qui peuvent faire en sorte que le réchauffement climatique va perturber les calendriers agricoles. Mhm. Effectivement. Alors, la question suivante, celle d'Ibrahim Doumbia, qui demande comment l'utilisation des pesticides, en quoi ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, lui voudrait savoir si ce serait un argument en plus pour convaincre les plus sceptiques de se tourner vers l'agriculture biologique. Donc, on peut aussi continuer la question en vous demandant si vous pensez que, vu tous ces aléas climatiques, l'agriculture biologique serait une bonne voie à suivre. Ouais, disons que l'agriculture elle-même, enfin même sans parler des pesticides, contribue assez fortement au réchauffement climatique, hein, avec les émissions qui sont liées au pâturage, qui sont liées à l'exploitation des terres. C'est pas forcément les pesticides eux-mêmes. En réalité, les pesticides eux-mêmes vont rajouter un problème supplémentaire qui est le problème de pollution de l'environnement, donc un problème environnemental. Donc, il y a un certain nombre de stratégies agricoles comme l'agroécologie qui permet en fait à la fois de réduire les émissions qui peuvent être causées par l'agriculture, donc en séquestrant pas un peu de carbone dans les sols, donc en mieux valorisant les sols, mais aussi à se passer de pesticides tout en produisant un petit peu plus. Donc c'est une option un petit peu gagnante-gagnante par rapport à la fois aux émissions, à atténuer le réchauffement climatique, mais aussi à augmenter la productivité agricole. D'accord, c'est un sujet qui nous intéresse. Et juste pour informer les participants que ce sera le sujet demain soir, parler d'agroécologie, donc d'agriculture biologique, avec l'expérience d'un entrepreneur dans le domaine au Burkina. Donc, pour la prochaine question, c'est Maïga Idrissa qui demande si l'infertilité des terres, est-ce qu'elle est liée au changement climatique ou c'est aussi davantage lié à la déforestation ou la surexploitation des sols? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ça peut être en partie lié au changement climatique, c'est-à-dire avoir des sécheresses qui sont de plus en plus importantes. Donc, on a une infertilité des sols, mais malgré tout, souvent, c'est la surexploitation. Et c'est un peu indirectement lié au climat, c'est-à-dire que si les pluies diminuent, en fait, on s'est aperçu que les temps de jachère vont être réduits. Et donc, les paysans vont exploiter beaucoup plus leurs terres pour essayer de produire au maximum et ne pas se retrouver en insécurité alimentaire. Et ça a pour conséquence une dégradation des terres. Mais malgré tout, c'est l'exploitation. En fait, il y a une surexploitation des terres qui fait que la fertilité des sols diminue. Et ça peut être lié donc indirectement au réchauffement climatique, au fait qu'il y a des sécheresses, que les paysans sont obligés finalement de faire de moins en moins de jachères. Voilà, et la question suivante de Youssouf Bakayogo qui demande si l'introduction des variétés hybrides ne serait pas une menace pour les cultures, vu aussi que ça demande beaucoup d'apports en intrants chimiques. Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Souvent, les sélectionneurs, et en particulier les sélectionneurs au moment où il y a eu la grande sécheresse au Sahel, a préconisé des variétés courtes, des variétés hybrides, qui étaient plus adaptées à cette sécheresse, mais qui demandaient beaucoup d'intrants, quoi. Et alors que les paysans, eux, ils privilégient des variétés, si je parle du mil par exemple, des variétés à cycle long, qui leur permettent en fait à la fois de résister à la sécheresse, mais aux aléas en fait des pluies au moment des séquences sèches au moment de la saison des pluies. Et, et souvent, en fait, ces variétés-là, elles produisent autant que les variétés hybrides quand on ne met pas de fertilisants. Donc, c'est un point important. Souvent, les variétés qui sont sélectionnées par par les sélectionneurs, par la recherche, prennent en compte des conditions expérimentales, des conditions où il y a tout est réuni, donc de fertilisation, de phosphore, qui ne sont pas forcément réunis en Afrique. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, les projets maintenant de sélection variétale
prennent en compte les pratiques paysannes, prennent en compte les conditions paysannes, impliquent aussi des paysans dans leurs projets de sélection, de recherche, et pour justement ne pas se retrouver confronté par ce problème de décalage finalement entre la recherche et l'innovation et ce qu'on peut appliquer ensuite sur le terrain. Voilà. Et alors, Brahima Traoré demande comment est-ce que vous êtes parvenu à déterminer les quantités de pluie alors que, bon, je ne sais pas, dans les villages et autres, il n'y a pas forcément d'instruments de mesure comme des pluviomètres. Alors, la question, c'est plus sur comment on communique l'information. Informations, et puis du coup, je pose la question après de savoir est-ce qu'il y a une autre façon, une connexion défaillante. Donc, voilà, la question, c'est sur donc les messages, en fait. Donc, il y a des organismes qui centralisent, en fait, les pluies. Donc, c'est les météos, donc les météos des différents pays, qui arrivent à avoir des informations pluviométriques dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, même des endroits qui sont un peu reculés. Vous m'entendez, hein? Oui, très bien. J'ai juste arrêté ma vidéo. D'accord, ok. Je sens qu'il y a... C'était faible. Je pensais que tu parlais dans le vide. Ok, donc il y avait, donc effectivement, ces météos arrivent à recueillir les pluviométries. Ils ont plein de postes pluviométriques un peu partout dans les pays qui ne sont pas forcément recueillis par des personnes de la météo, mais qui peuvent être recueillis par des instituteurs, par des chefs de village. Donc, ils arrivent à documenter de manière assez large l'information pluviométrique. Et ils font également des prévisions. Donc, je vous ai parlé des prévisions saisonnières et des prévisions météorologiques qui communiquent souvent par le biais de radio et par le biais de SMS. La radio, il y a des radios communautaires, il y a des radios qui sont très, très écoutées dans les villages les plus reculés. Et puis, les paysans également, ils ont beaucoup accès aux SMS. Et ça marche très bien pour communiquer l'information, à la fois l'observation, donc ce qui a plu, mais également ce qui va la prévision pour les prochaines années. On s'est aperçu que à la fois la radio et les messages SMS étaient des bons relais dans des endroits assez reculés. Voilà, il y avait donc deux questions par rapport à la pluviométrie, donc je pense que ça a éclairé. Je voudrais rebondir sur la question de Geneba qui dit sachant que climatiquement, comme vous l'avez dit, il y a une différence entre l'Est et l'Ouest du Sahel, donc une différence aussi entre le Mali et le Sénégal. Comment est-il possible de projeter ces résultats pour déduire des possibles scénarios pour le Mali? Effectivement, c'est une bonne question. Là, on peut dire que peut-être qu'au Mali, il y a des opportunités pour l'agriculture, parce que les pluies risquent d'être supérieures à la normale. Donc peut-être que là, la stratégie va être de ne pas investir sur des variétés qui sont très résistantes à la sécheresse, mais au contraire d'avoir peut-être développer le maraîchage, développer le maïs, des variétés qui sont plus consommatrices en eau. Et peut-être que ça, finalement, ça paiera plus que de s'adapter à la sécheresse. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien connaître ces scénarios pour savoir à quoi il faut s'adapter. Après, quand on est un décideur, il faut savoir qu'on prend des décisions par rapport à une information et peut-être qu'on peut se tromper quand même. Donc, peut-être en disant ça, si on a investi beaucoup sur le maïs, peut-être que le scénario qu'on a dit ne va pas se réaliser. Donc, il y a quand même un risque en fait en utilisant ce type de scénario. Mais j'imagine que s'il y a des chefs d'entreprise, s'il y a des différentes entreprises qui m'écoutent aujourd'hui, vous savez comment, on doit réagir en situation d'incertitude. Il faut prendre des opportunités, il faut prendre des risques, et c'est un point qui est quand même important. Et puis, aussi, un autre point qui est s'il pleut plus, il y a peut-être aussi d'autres risques, en fait, des risques d'inondation. Donc, je n'en ai pas parlé, mais ça touche surtout les villes.
Mais ça peut aussi être un problème pour les récoltes. Donc, les récoltes peuvent être détruites en cas de très forte pluie, en cas de vent violent. Donc, ça peut être une opportunité, mais ça peut être aussi à la fois donc, une source de risque si on se trompe en prenant une mauvaise décision, et aussi un autre type de risque climatique qui serait un risque d'inondation. Tout à fait. Et le Mali a d'ailleurs connu de graves inondations ces dernières années. Donc, je pense que beaucoup à nos participants. Vous avez évoqué le principe d'assurance agricole. Et donc, Maïga Idrissa demande Vous m'avez entendu? Non, j'ai rien entendu là. Oh, ok, d'accord. Tout semblait fonctionner. J'étais sur la question de Maïga Idrissa par rapport au système d'assurance agricole. Et il vous demande qui est censé garantir ou assurer. Est-ce un service proposé par des entreprises ou par le gouvernement? Je crois que dans les expériences qu'il y a déjà eu, il y a eu un peu les deux. Mais c'est surtout souvent le gouvernement, mais sur la base de fonds internationaux. Et après, ce qui est important pour les assurances, je pense qu'il faut que ça ne doit pas être utilisé tout seul, c'est-à-dire juste comme assurance en cas de mauvaise récolte, mais ça doit être utilisé pour faire en sorte que les paysans puissent investir sur leur champ. Donc, c'est-à-dire que ça doit être couplé à des crédits pour les agriculteurs, ça doit être couplé à des subventions, ça doit être pour faire en sorte qu'ils puissent changer de pratique. Parce que souvent, ce qui limite l'agriculteur, pas seulement au Sahel, hein, mais c'est le fait de dire je ne vais pas investir trop parce que c'est vraisemblable qu'il va y avoir une sécheresse ou une forte pluie et que ma récolte va être anéantie. Et par contre, s'il sait qu'il peut se prémunir de ce risque, parce qu'il a des assurances, parce qu'il a des subventions, enfin, s'il a des assurances, donc du coup, il peut investir. Mais il faut qu'il ait des liquidités pour le faire. Donc, ça veut dire que les assurances, il faut que ce soit combiné, en fait, à des crédits. Et donc, du coup, là, ça peut aussi faire intervenir à la fois l'État, mais aussi peut-être des entreprises. Par rapport au financement de la campagne, il y a une question de Sidina Diallo qui dit que le problème avec les nouvelles variétés, c'est qu'il faut les acheter chaque année, ce qui est compliqué pour les paysans. Est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles? Ça peut être justement via les assurances. Peut-être qu'il y a des services techniques qui pourraient proposer donc un certain nombre de variétés qui seraient mieux adaptées au réchauffement climatique ou mieux adaptées au climat en lien avec la prévision. C'est vrai que souvent, en fait, il y a une sorte de déconnexion entre les scénarios climatiques, les prévisions, et puis ce que font les paysans, quoi. Donc, entre les deux, il y a des services techniques qui, eux, en fait, devraient faire le relais à la fois des messages, mais également de s'assurer qu'il y ait une mise à disposition d'un certain nombre de variétés. Et donc, je pense que l'accès au marché, l'accès des accès économiques va être important, en fait, pour ne pas laisser le paysan tout seul choisir sa variété, l'acheter chaque année.
Je retente avec la caméra. Il y a plusieurs questions qui concernent l'agroécologie, mais je suis désolée, je vais ignorer ces questions puisque ce sera vraiment le thème central à partir de demain. Et je pense que l'intervenant pourra aussi voilà, peut-être partager voilà, sa façon de cultiver et vous donner plus de ressources. Juste peut-être pour répondre à la question de Fousseini Togo qui demande pourquoi vous êtes focalisé sur le Sénégal plutôt que le Mali. Donc, vous l'avez dit hier, la plupart de vos travaux de recherche ont été réalisés sur le Sénégal, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. J'avais des partenaires au Sénégal, donc de la météo du Sénégal. C'est pour ça que j'ai davantage travaillé avec eux. Mais malgré tout, un certain nombre de résultats ou de propos dont j'ai parlé aujourd'hui peuvent sans doute s'adapter, peuvent sans doute aussi être valables au Mali. Climatiquement, ça reste assez proche. Et donc, c'est un environnement aussi sahélien avec une contrainte en termes de précipitation, un régime de mousson. Donc, du coup, et puis des pratiques agricoles qui finalement restent assez proches, en particulier quand on est évidemment à l'intérieur du Sénégal, pas sur la côte. Oui, tout à fait. En tout cas, oui, effectivement, vous nous avez vraiment beaucoup éclairé. Je pense qu'à partir de là, on va pouvoir rebondir pour voilà, partir sur des interventions d'entrepreneurs qui ont eux aussi besoin de toute cette information scientifique pour agir au mieux. On parlait d'assurance tout à l'heure. Vendredi, ce sera l'expérience de Oco Finance qui vous sera proposée, une start-up qui évolue dans l'assurance agricole au Mali et qui est donc voilà, qui a 2 ou 3 années d'expérience et qui pourra partager aussi les leçons apprises au contact des agriculteurs et qui propose une assurance agricole, mais pas seulement, plein d'autres services qui peuvent justement rendre des services à ces agriculteurs pour mieux prévoir, s'adapter à ces changements climatiques. Donc, pour ce point-là, si ça vous intéresse, on vous donne aussi rendez-vous le vendredi. Et en ce qui concerne l'agroécologie, ce sera plutôt demain où on va vraiment parler agriculture biologique, circuit court. Et dans ce contexte de situation sanitaire où les frontières se sont fermées, où on a pu constater à nouveau la forte dépendance de certains pays aux importations, la personne qui va s'exprimer va vous démontrer que son modèle d'agriculture biologique, qui fonctionne davantage en circuit court, a très bien fonctionné pendant cette crise sanitaire avec un doublement des commandes et donc de la production qui s'est faite de façon très rapide. Donc, ce sera vraiment une belle expérience qu'il va partager aussi avec nous. On a reçu un lien de la part de Benjamin Sultan pour regarder davantage les modèles et autres pour ceux qui s'intéressent plus sur ce sujet-là. En tout cas, si c'est possible, on recevra aussi le support de présentation qu'on pourra vous partager. On avait proposé une petite évaluation à la fin du premier module. Vous avez déjà été plus de 100 à y répondre. C'est très encourageant. Ça, c'est pour tous ceux qui aimeraient avoir une certification à l'issue de ce programme. On vous invite encore à y répondre si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, on est très contents. Les notes varient de 9 à 19 avec une moyenne de 15. Ça veut vraiment dire que vous avez bien suivi et que voilà, on voit que vous avez des bases solides pour la suite du programme. On continuera à la fin de cette semaine et à la fin de chaque semaine pour pouvoir délivrer des attestations qui auront une certaine valeur. Voilà. Donc, il me reste encore une fois à vous remercier, Benjamin Sultan, pour ce temps que vous avez passé avec nous. Vous avez d'autres collègues scientifiques qui vous suivront et qui sont... Enfin, ces interventions sont importantes au début de chaque module pour vraiment poser les bases de que nous dit la science. Et puis ensuite, on a des interventions d'entrepreneurs pour savoir voilà, qu'est-ce qui se passe. Et on espère que
ensemble, on pourra inspirer tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou en replay plus tard. Donc, voilà, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. On garde le contact. Merci à vous, merci à tous les participants. Merci. On aura semé des petites graines et on espère que ça portera ses fruits dans les projets futurs, dans votre avenir professionnel à tous. Ça marche pas. Merci beaucoup, Alain. Ok, à très bientôt. Une très bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir à tous.